véritable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement de contraire imposé et subi dégrade celui sur qui elle fait, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Des mots forts. Un défi lancé à l'histoire, mais surtout une question brûlante. L'Afrique francophone est-elle réellement libre ou demeure-t-elle enfermée dans une servitude monétaire? Depuis 1945, le franc CFA façonne l'économie de plusieurs nations africaines. Présenté comme un gage de stabilité, il est aussi accusé d'être un instrument de contrôle perpétuant une relation de dépendance entre la France et ses anciennes colonies. Comment est née cette monnaie? Pourquoi continue-t-elle d'exister malgré les indépendances? Et quel mystère entoure son maintien à travers les décennies? Cette vidéo est la première d'une série de 3 consacrée à l'histoire complète du franc CFA. Aujourd'hui, nous remontons aux premières monnaies coloniales en Afrique en 1820 et suivons l'évolution jusqu'en 1972. Une période charnière où s'est dessiné l'avenir monétaire d'une partie de l'Afrique. Un simple héritage du passé ou un système savamment entretenu? Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait bien basculer vos certitudes. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. L'histoire monétaire de l'Afrique occidentale francophone remonte à plusieurs siècles et s'inscrit dans le cadre de l'expansion coloniale française. En 1659, la France établit ses premières installations durables en Afrique de l'Ouest, notamment à Saint-Louis et Gorée au Sénégal, ainsi qu'à Ouidah, l'actuel Bénin. En 1795, en métropole, la République française adopte officiellement le franc comme unité monétaire. Et en 1800, la Banque de France est créée pour gérer l'émission monétaire et assurer la stabilité financière du pays. L'implantation d'un système monétaire colonial en Afrique s'accélère au XIXe siècle. En 1820, la monnaie française fait son entrée au Sénégal avant l'introduction de l'écu, une pièce de 5 francs en argent. En 1826, la colonie du Sénégal interdit l'usage de toute autre monnaie que le franc français. À partir de 1840, les pièces spéciales destinées aux colonies cessent d'être émises et sont remplacées par des pièces métropolitaines, renforçant l'intégration économique des colonies à la France. En 1849, une loi est adoptée pour indemniser les colons après l'abolition de l'esclavage. Et cette indemnisation jouera un rôle clé dans la création des premières institutions bancaires coloniales. Le 21 décembre 1853, Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret portant la création de la Banque du Sénégal. Son capital est constitué en partie grâce à un prélèvement effectué sur les indemnités accordées aux colons à la suite de l'abolition de l'esclavage. Cette banque marque la première institution bancaire coloniale en Afrique de l'Ouest. En 1901, la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, est créée. Son siège est fixé à Paris et elle ouvre des agences à Dakar et Conakry. Cette nouvelle institution bancaire obtient le privilège exclusif de mettre la monnaie utilisée dans les colonies africaines. Ce privilège sera renouvelé par une loi de 1929, renforçant ainsi son rôle central dans l'économie coloniale. Mais en 1929, le crash de la Wall Street déclenche une crise mondiale qui affecte également les colonies africaines. Face aux difficultés financières, la France intervient en 1931 pour stabiliser les banques coloniales, injectant 15 millions de francs dans les institutions financières d'Afrique. Jusqu'alors, certaines banques privées
bénéficiaient d'un privilège leur permettant d'émettre des francs ayant la même parité que le franc métropolitain. Mais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la priorité devient d'éviter les fuites de capitaux. La Banque de France impose alors un strict contrôle des changes, rendant le franc inconvertible en dehors d'un espace géographique comprenant la France métropolitaine et ses départements d'outre-mer et ses colonies africaines et asiatiques. C'est ainsi qu'en 1939, en pleine période de tensions internationales, la zone franc est officiellement créée. L'objectif est double, constituer un trésor de guerre et anticiper l'instabilité économique liée au conflit mondial. Cette même année, alors que la guerre éclate, la France renforce son contrôle monétaire dans ses colonies en fermant le marché des devises et en instaurant un office d'échange sous la supervision de la Banque de France, accentuant ainsi la dépendance financière des territoires africains. En parallèle de la gestion de ces colonies, la France vaincue a été administrée comme une colonie par l'Allemagne pendant 4 ans, de l'été 1940 à l'été 1944. Dès l'occupation de la France, les Allemands ont inventé des monnaies locales, le Deutsch des territoires occupés, qu'ils sont associés au Deutschmark, monnaie allemande de l'époque. Pendant l'occupation, les Allemands imposent en France une monnaie spécifique qui, à bien des égards, préfigure les principes qui présideront la mise en place du franc CFA en 1945. Cette monnaie d'occupation est totalement dépendante du Deutschmark avec un taux de change fixé à Berlin. Elle sert à drainer les ressources françaises au profit de l'Allemagne sous un contrôle direct exercé par un commissaire allemand au sein de la Banque de France. L'économiste Jérôme Blanc résume cette politique en expliquant que la transformation du système monétaire français durant la guerre illustre une subordination totale du monétaire au politique. Il souligne que ce système doublait artificiellement le pouvoir d'achat de l'occupant, lui permettant d'acquérir des richesses à moindre coût et de renforcer la ponction économique au profit du Reich. Ce modèle d'asservissement monétaire expérimenté en métropole trouve un prolongement dans la création du franc CFA en 1945, qui repose sur une structure de dépendance comparable à un contrôle de monnaie exercé depuis Paris et un mécanisme favorisant la captation des ressources des colonies au profit de la métropole. L'origine même du franc CFA est quelque chose qui est fortement lié à l'esclavage, puisque c'est au moment de l'abolition de l'esclavage, le 20 avril 1848, que s'est posée la question, finalement, pour les propriétaires d'esclaves, de leur indemnisation. Et donc, l'argent qui a été versé par la France aux propriétaires d'esclaves leur a permis à ces propriétaires, en fait, de créer 5 ans après la Banque du Sénégal. Et en 1853, Banque du Sénégal qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO. Okay. Et c'est cette BAO qui aura le prix d'émission du franc des colonies. Et donc, de cette période-là, depuis le 19e siècle, jusqu'aux années, pour aller vite, jusqu'aux années 30, en fait, l'Afrique va progressivement rentrer dans l'économie coloniale. Et c'est le franc français qui va y circuler. Et ça veut dire qu'en gros, la pénétration des coloniaux et du franc français, en gros, de la domination monétaire, elle a 2 siècles. La Seconde Guerre mondiale bouleverse l'ordre économique mondial. Les colonies françaises, coupées de la métropole, se tournent vers les États-Unis et le Royaume-Uni pour leur échange. L'empire colonial, autrefois unifié sous la monnaie française, est en train de se fragmenter. Chaque territoire évolue à son propre rythme et pour Paris, c'est un problème majeur. Quand la guerre s'achève, une question cruciale se pose. Comment reconstruire un empire monétaire stable où les colonies resteraient liées à la France ? La réponse arrive en 1945 avec la création des francs coloniaux. 2 monnaies voient le jour. Le franc des colonies françaises du Pacifique,
destinés aux territoires du Pacifique avec leur valeur indexée sur le dollar. Et surtout, le franc des colonies françaises d'Afrique CFA imposé à l'Afrique qui deviendra l'instrument central du contrôle économique français. Un détail attire l'attention, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont exclus de ce système. Pourquoi ? Parce que leur poids économique et leur proximité avec l'Europe leur donnent plus d'autonomie, contrairement aux colonies d'Afrique subsaharienne où l'emprise de la métropole reste totale. En 1946, Paris lève temporairement les restrictions sur les mouvements des capitaux. Mais très vite, une nouvelle stratégie se met en place. La zone franc devient un espace monétaire ultra verrouillé, garantissant que les flux économiques des colonies restent dirigés vers la France. Puis en 1948, un tournant décisif. Les valeurs des francs coloniaux sont figées une bonne fois pour toutes. Plus aucune fluctuation possible. Le franc CFA est désormais une monnaie captive. Ce système est renforcé au fil des années. 1955, des instituts d'émission spécifiques sont créés pour gérer la monnaie en Afrique, mais sous surveillance étroite du Trésor français. En 1957, le Maroc se retire de la zone franc, suivi par la Tunisie en 1958 et l'Algérie en 1963. Ces pays ont bien compris l'enjeu et récupèrent leur souveraineté monétaire. En 1959, les anciennes institutions monétaires coloniales deviennent des banques centrales africaines. Mais en réalité, leur pouvoir reste limité. La France garde la main. Avec la décolonisation, le vent du changement souffle sur l'Afrique. Certains pays tentent de s'émanciper. En 1960, la Guinée de Sékou Touré quitte brutalement le franc CFA. En réponse, Paris organise une opération de sabotage monétaire, inondant le pays de fausses coupures pour déstabiliser son économie. Un avertissement pour les autres dirigeants africains. En 1962, l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest est créée, liant plusieurs nations sous une même monnaie. Mais qui garde le contrôle ? La France, encore et toujours. En 1967, après une brève tentative d'indépendance monétaire, le Mali fait marche arrière et revient dans la zone franc. Dans les années 1970, des modifications techniques sont apportées, des nouvelles banques sont créées, mais l'essentiel du système reste intact. Le franc CFA est toujours arrimé au trésor français. À ce stade, une chose est claire. Malgré l'indépendance politique, le franc CFA reste un outil de contrôle économique. Il assure à la France un accès privilégié aux matières premières africaines sans risque d'échange, un marché captif pour ses produits manufacturés, une influence durable sur les économies des anciennes colonies. Ainsi, la création du franc CFA et l'évolution de la zone franc illustrent une volonté de la France de maintenir un contrôle monétaire sur ses anciennes colonies. D'abord par la nécessité économique durant la guerre, puis par un système institutionnalisé par les indépendances. Les réformes des années 1950 à 1970 façonnent une union monétaire structurée mais fortement dépendante de la France, posant les bases des débats contemporains sur l'avenir du franc CFA. Le franc CFA ne se résume pas à une simple devise. Il est entouré d'un voile de mystère, de tensions politiques et d'histoires troublantes qui dépassent largement la sphère économique. Parmi ces mystères, un fait interpelle. Plusieurs chefs d'État africains ayant remis en question cette monnaie ont connu des destins tragiques. Coïncidence ou conséquence d'un combat dangereux. Déjà avant 1960, que ce soit, c'est vrai, on a vu le cas de Sékou Touré, qui a pris son indépendance politique et en même temps a battu sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes, nous le savons. Mais après lui, il y a eu Djibo Bakary du Niger, qui a été chassé par les Français pour mettre Amani Diori. Ensuite, nous avons eu Modibo Keïta du Mali, en 68, en 62. En 62, pardon, excusez-moi. Modibo Keïta était une lumière, avait déjà vu. Mais toutes les tractations, tout a été fait pour pouvoir finalement créer une inflation galopante. En un mot, Modibo Keïta est mort en prison, empoisonné. Ensuite, il y a eu, comme vous le dites, en 1963, Sylvanus Olympio, qui justement devait mettre sur la place publique sa monnaie, mais le 13 janvier 1963, il a été assassiné froidement. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler François Nguetta Tombalbaye du Tchad,
qui a été aussi bombardé par les Français le 13 avril 1975. Le Libyen Kadhafi, qui justement voulait mettre la monnaie africaine en marche et a dégagé tous les moyens. Et le 20 octobre 2011, il a été tué par la France et les autres pays alliés à la France. Et enfin, le président Laurent Gbagbo. Le premier à avoir écrit sur le franc CFA et dénoncé cet outil de pillage de l'Afrique dite francophone fut le docteur en économie camerounais professeur Joseph Tchindian Pouemi. Dès 1981, il écrit « Monnaie, servitude et liberté », une véritable bombe dans l'environnement de cette époque. Dans ce livre, il essaye de démontrer qu'il est impossible pour le continent africain de se développer sans avoir sa propre monnaie. Les écrits de Tchindian Pouemi dérangent considérablement à cette époque. Et c'est pour cela qu'il va se retrouver dans une configuration où il sera combattu. Le professeur Tchindian Pouemi va finalement trouver la mort dans des circonstances troubles qu'on qualifierait aisément de mystérieuses en 1984, seulement quelques années après son célèbre livre « Monnaie, servitude et liberté ». Ces disparitions, ces coups d'État et ces pressions, tout cela pose une question troublante. S'attaquer au franc CFA, est-ce s'exposer à un destin fatal? Derrière cette monnaie se cachent des intérêts colossaux, des enjeux géopolitiques majeurs, des acteurs puissants, visibles ou non. Qui contrôle vraiment le franc CFA? Pourquoi les tentatives d'émancipation monétaire africaine semblent-elles systématiquement avortées? Coïncidence ou stratégie d'endiguement bien rodée? L'histoire n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Mais une chose est sûre, le franc CFA est bien plus qu'un simple billet de banque. Le franc CFA, une monnaie qui traverse les décennies, mais qui semble toujours rimer avec tension, instabilité et enjeux cachés. Ceux qui ont voulu s'en détacher ont souvent payé le prix fort. Mais alors, pourquoi cette monnaie suscite-t-elle autant de résistance? Pourquoi son contrôle reste-t-il un sujet aussi sensible? Et surtout, que s'est-il réellement passé en 1994? Cette année-là, un événement majeur va bouleverser les économies africaines. La dévaluation brutale du franc CFA, divisant sa valeur par deux du jour au lendemain. Un choc économique présenté comme une nécessité par certains, mais qui en réalité cache des manœuvres bien plus profondes. Qui en a vraiment profité? Est-ce une décision économique ou une opération savamment orchestrée? Dans la prochaine vidéo, nous plongeons au cœur de ce tournant décisif pour décrypter les véritables raisons derrière la dévaluation de 1994. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de tout remettre en question. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.